Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce mardi avec Jean-Kakou Diagou, président du groupe Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance, NSIA. Les activités du groupe NSIA en Côte d'Ivoire et dans la sous-région étaient au centre des échanges. 83 000 tonnes de sucre disponibles en Côte d'Ivoire pour le Ramadan. À quelques jours du mois de Ramadan, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a voulu s'assurer de la disponibilité du sucre en Côte d'Ivoire. Il a donc visité les usines de production du pays. Et puis du 15 au 18 avril dernier, Abidjan a abrité la 7e édition de l'atelier régional marketing en ligne de la Fondation économique islamique mondiale. Nous en parlons ce soir. À l'occasion, des femmes ont été formées. Nous en parlons donc dans le sujet Ecoplus de ce mardi. Voilà pour les titres. Je vous le disais, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce jour avec Jean-Kakou Diagou, président du groupe Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance, NSIA. Les activités du groupe NSIA en Côte d'Ivoire, mais également dans la sous-région, étaient au centre des échanges. On en parle avec Awa Touré. Le président du groupe Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance, NSIA, évoluant essentiellement dans les secteurs des banques et assurances, est venu informer le président de la République, Alassane Ouattara, de l'acquisition par NSIA du groupe bancaire Diamond Bank. Le groupe s'est élargi. Nous avons acquis le réseau bancaire francophone du Diamond Bank. Et il fallait quand même que je lui fasse le point de toutes nos activités. Il y a eu aussi SAF Cacao, le problème de SAF Cacao. Le président nous a aidés à restructurer ce projet. Et aujourd'hui, tout s'est bien déroulé. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, bien sûr, sur le plan économique. Et tout cela lui dit que le groupe NSIA se porte bien. Notons que le groupe NSIA, créé en 1995, a racheté en 2006 la BIAO, devenant ainsi le précurseur du couple Banque Assurance en Côte d'Ivoire. NSIA Group est présent dans 12 pays d'Afrique et compte 25 filiales. Fin de mission pour l'attaché militaire sénégalais Malang Marena en Côte d'Ivoire. Il a fait ses adieux au pays. Il a été reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense. Nous en parlons avec Soro Wodjantelhe et Herman Guivet. Avec nos sincères félicitations. En fin de mission en Côte d'Ivoire, près de l'ambassade du Sénégal, l'intendant-colonel Malang Marena est venu dire ses au revoir au ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Il a été élevé au grade de chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'endroit de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, pour cette décoration. Une marque de considération qui est un grand honneur pour moi. Je voudrais souhaiter une paix durable dans la sous-région, en Afrique et dans les autres continents. Se saisissant de l'occasion, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est réjoui des acquis issus de la coopération ivoiro-sénégalaise, avec en prime la formation d'officiers ivoiriens au Sénégal. Je voudrais, à travers cette décoration, vous marquer la considération et la gratitude du gouvernement ivoirien pour tout ce que vous avez pu accomplir dans l'ombre, avec discrétion, pour le raffermissement des relations entre nos deux pays dans la coopération militaire. L'intendant-colonel Malang Marena a servi 3 ans en qualité d'attaché militaire près de l'ambassade du Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et je vous fais lecture de ce communiqué. La Direction générale du protocole d'État informe que l'édition 2019 de la Fête du Travail se tiendra demain, mercredi 1er avril 2019, à 10h, dans l'enceinte de la primature, sise au plateau, sous la présidence de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement. Par ailleurs, la Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance
des personnalités et centrales syndicales invitées à cette célébration que la mise en place débutera effectivement à 7h30 et prendra fin à 9h30. Et c'est en décembre 2013 que le président Alassane Ouattara a annoncé son traditionnel discours de fin d'année à la nation, le déblocage des avancements des fonctionnaires. Ceux-ci étaient bloqués depuis 25 ans. Cette mesure aura coûté à l'État ivoirien 616 milliards de francs CFA en 2014 et en 2015. Et le secteur privé n'a pas été omis dans cette amélioration salariale. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, est passé de 36 000 à 607 000. De 36 607 donc à 60 000 francs CFA, soit une augmentation de 64%. Quant au revenu moyen, eh bien, il est passé de 50 725 francs en 2012 à 84 195 000 francs en 2016. À présent, nous abordons un sujet qui donc intervient dans le cadre de la fête du travail de mai. C'est le rapport entre les travailleurs et les jours fériés. Nous en parlons avec Didier Nguesson. Mercredi 24 avril, deuxième jour de reprise du travail après le week-end pascal. Parking désert, la cité administrative ne grouille pas vraiment de monde. Ce constat est quasi routinier dans l'administration publique après chaque férié. Aujourd'hui, combien d'Ivoiriens viennent au boulot à 7h30? C'est compte au bout des doigts. C'est peut-être quelques responsables. Sinon, ça traîne les pieds. Les heures de travail sont bénéfiques pour l'État de Côte d'Ivoire. Si tout le monde vraiment s'adonne au travail, on respecte les heures d'arrivée au travail, les heures de départ. Nous pensons bien que c'est quelque chose qui plombe même peut-être l'économie nationale. Ce qui pose la problématique de la productivité au travail. Pour ce chef d'entreprise, peu importe le nombre d'heures passées au travail, le plus important reste le résultat. Ce n'est pas donc la présence dans le bureau qui détermine le résultat du travail, mais c'est plutôt en fait le résultat que tu vas demander dans un délai donné. Dès lors que en fait, la personne est capable de donner le résultat, la personne peut s'absenter un mois, il n'y a pas de problème. La centrale syndicale Humanisme fédère 141 syndicats de travailleurs dans 23 secteurs d'activité. Pour son secrétaire général, cette opinion publique sur les travailleurs est un mauvais procès. Dans la panoplie de jours fériés qu'il y a en Côte d'Ivoire, les travailleurs n'ont qu'un seul jour férié, c'est la fête du travail le 1er mai. S'il y a des jours fériés et que le travail est amené à se reposer, on ne peut pas l'accuser de se reposer. Pour amener les travailleurs à être plus productifs, certains employeurs leur font signer des contrats d'objectifs. C'est un engagement du travailleur à atteindre des résultats chiffrés à court terme. Effectivement, on peut aller à des contrats d'objectifs qui permettent même l'émulation. Mais je souhaite que cela ne soit pas des moyens de pression pour créer un stress inutile. Une fois que vous avez signé, ça devient contraignant, puisque vous avez signé en connaissance de cause, vous avez certainement obtenu les moyens qu'il faut de la part de vos dirigeants, donc ça vous engage et vous devez mettre cela en œuvre. En Côte d'Ivoire, l'on dénomme officiellement 14 jours fériés. Ce nombre peut aller à 15 ou 16 jours selon que certaines fêtes religieuses tombent un dimanche ou que la fête nationale tombe un mardi ou un vendredi. Dans ces deux cas, la veille ou le lendemain est également décrété jour férié selon la convention collective interprofessionnelle. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire compte un jour d'interruption collective de travail de plus que le Ghana et 3 jours de moins que le Sénégal. En plus des contrats d'objectifs, l'accès aux réseaux sociaux est souvent restreint pendant les heures de travail. Tout un dispositif mis en place par les responsables des ressources humaines pour que 8 heures de présence au travail soient égales à 8 heures effectives de travail. Je vous l'annonçais en titre, 83 000 tonnes de sucre disponibles en Côte d'Ivoire pour le Ramadan. À quelques jours seulement du mois de Ramadan, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a bien voulu s'assurer, en tout cas, de la disponibilité du produit en Côte d'Ivoire. Il a donc visité les usines de production Sucre Ivoire et Sucaf Côte d'Ivoire, des usines basées à Borotokoro et à Ferkessédougou. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara.
C'est au pas de course que le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a visité les industries nationales de production de sucre. À Feke et à Borotou, Souleymane Diarra a suivi des présentations puis s'est assuré de la disponibilité des stocks de sucre. Ce sont 83 000 tonnes de sucre pour permettre à la communauté musulmane de faire sereinement le mois de Ramadan. Et vous savez, durant cette période, nous avons une consommation importante de sucre. En venant de façon spéciale, je vais dire en amont, au niveau de l'usine, nous assurer que toutes les mesures sont prises pour que l'approvisionnement, je veux dire, du marché soit effectif, en tout cas au cours de cette période-là. Et j'ai pu constater tout à l'heure que des stocks sont en train d'être acheminés partout en Côte d'Ivoire. Les responsables de Sucre Ivoire et Sucaf Côte d'Ivoire profitent de la présente mission de terrain du ministre Souleymane Diarra pour rassurer la population. Le complexe sur lequel nous nous trouvons n'a même pas encore fini sa production, le complexe de Borotou. Vous voyez le stock que j'ai derrière moi. On a assez de stock pour approvisionner suffisamment le marché ivoirien avant le Ramadan, pendant le Ramadan et même après le Ramadan. Jamais on ne va augmenter le prix d'un produit parce qu'on arrive à une période où ce produit est fortement demandé. Nous avons des stocks de sucre disponibles, aussi bien dans les grands conditionnements 50 kg, aussi bien en morceaux, aussi bien en sachets 1 kg, en qualité, puisque nous sommes certifiés FSSC 22000, une certification de sûreté alimentaire aux normes internationales. Nous n'avons pas l'ambition de faire varier les prix, nous avons des prix stables depuis 2012. Kassim Kone fait partie des chauffeurs qui livrent les commandes de sucre. Relativement à la quantité de sucre disponible, Kassim dit être réconforté. On a vu beaucoup de sucre, ça ne va pas manquer. Ça va aller d'ici de Carême, ça va aller. On compte revenir pour venir charger à la suite. Sur les 2 sites, 20 camions, on peut aller jusqu'à 25 camions. Surtout en période de Ramadan, nous aurons près de 30 camions par jour. Nous approvisionnons toutes les boutiques, tous les supermarchés. Les unités sucrières ivoiriennes produisent annuellement environ 200 000 tonnes de sucre, soit 80% de la consommation annuelle estimée à 240 000 tonnes. Du 15 au 18 avril dernier, Abidjan a abrité la 7e édition de l'atelier régional de marketing en ligne de la Fondation économique islamique mondiale. 4 jours durant, des femmes entrepreneurs ont été formées à l'usage du numérique dans l'approche marketing de leur activité. Une expérience enrichissante. Et on en parle ce soir. Le numérique, une alternative dans l'entrepreneuriat féminin, c'est le sujet Eco Plus de ce mardi et il est proposé par Cheikh Kone. La population mondiale en 2019 est estimée à un peu plus de 7,7 milliards de personnes, dont 57% est utilisateur d'Internet, soit 4,4 milliards. En seulement une année, le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde a connu une croissance de plus de 9%. Quant aux réseaux sociaux, ils connaissent un boom extraordinaire, 3,48 milliards d'adeptes, soit 45% de l'humanité. Pourtant, la population mondiale a progressé d'à peine 1,1%. Ces chiffres sont parlants et démontrent la place qu'occupe aujourd'hui le numérique dans le monde, mais surtout le rôle joué par les réseaux sociaux dans un contexte d'internationalisation pour les petites entreprises dirigées le plus souvent par les femmes. Grâce à ses multiples usages, sa simplicité et son coût moins onéreux, le numérique se positionne comme un outil de choix pour les femmes. C'est le cas chez Louvel Yao. Depuis 5 ans, elle exerce dans la vente, l'abattage et la distribution de volailles à l'abattoir de Port-Bouilly. Elle était loin d'imaginer la densité du réseautage qu'elle pouvait bâtir autour du numérique pour accroître son réseau de clients. On a déjà une clientèle traditionnelle qui sont les supermarchés et puis les restaurateurs. Mais on souhaite toucher maintenant les ménages. Les ménages, c'est vaste. Et pour communiquer avec les ménages, il me faut faire une communication grande masse qui suppose des affichages. On n'en a pas les moyens. Et avec le e-commerce, je peux toucher tous les ménages avec un clic. En plus de sa clientèle traditionnelle, Louvel se constitue un pack d'environ 7000 clients grâce à son site internet qu'elle vient de concevoir. Nous gagnons déjà un développement de notre chiffre d'affaires
une amélioration de nos marges et puis une cible beaucoup plus importante. On est vraiment très proche, on est dans le client à travers son smartphone. Consciente du peu de moyens financiers, technologiques et humains, de plus en plus de femmes entrepreneurs se tournent vers le digital comme levier de développement de leur activité pour toucher, avec peu de moyens, le plus grand nombre. Surtout qu'à fin 2018, Facebook comptait à lui seul plus de 2,32 milliards d'utilisateurs actifs tous les mois dans le monde. En Côte d'Ivoire, ce média social compte un peu plus de 4 500 000 utilisateurs, un vivier énorme de consommateurs au plan local comme à l'international, à la portée d'un seul clic. Elie Dessi a 32 ans. Elle est entrepreneure dans la santé nutritionnelle. Sans le numérique, il y a 2 ans, son business ne connaîtrait pas une telle croissance. Une fois, j'ai demandé à une entreprise dans laquelle j'avais travaillé combien me coûterait une publicité pendant un seul mois. Ça va aller à 5 millions minimum. Et donc ici, juste une connexion Internet de 19 000 francs. Voilà, donc j'ai démarré avec 19 000 francs. Assise derrière son écran d'ordinateur ou son smartphone, elle s'est bâtie une communauté de plus de 10 000 clients. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations que vous m'avez données par email. Quand vous allez décider, c'est le service de livraison qui viendra vous voir avec votre programme et vous aurez toutes les informations de ce que vous mangez et ce que vous êtes censé perdre par semaine. Et vous, en retour, vous devez nous envoyer des images qui montrent que vous avez vraiment mangé ça. Aujourd'hui, avec une connexion Internet, la location d'un espace de coworking et 2 employés, Elie réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions de francs CFA grâce à son marketing en ligne. Il n'y a pas de classe d'âge avec le numérique. Il n'y a pas de statut, de profil, de sexe. Il n'y a pas de genre. Il n'y a pas d'âge. Même à 12, on peut commencer à entreprendre. J'ai écrit mon premier projet à l'âge de 16 ans. Mais s'il y avait le numérique, en ce moment, j'étais déjà à une autre étape. On n'a pas besoin de quitter son boulot pour commencer à entreprendre. Et on n'a pas besoin de pouvoir avoir un fonds de commerce pour commencer à entreprendre. Avec le numérique, vous pouvez faire la publicité de votre projet, même sans avoir votre produit pour le moment. Les réseaux sociaux se positionnent comme de nouveaux outils de communication et de marketing. Ils permettent aux PME de communiquer sur leurs produits et services à moindre coût. Ils ont l'avantage de faciliter la création et le renforcement des relations d'affaires. Le coût moyen d'investissement dans le marketing digital, c'est 500 francs CFA. Le marketing digital a pour particularité d'être peut-être, disons, 10 à 100 fois moins cher que le marketing traditionnel, parce que Internet offre un confort, Internet offre des possibilités qui sont à portée de main. Et le fait que dans nos pays, les PME ne sont pas encore accaparés du marketing digital est un problème de méconnaissance. La tenue à Abidjan de la 7e rencontre régionale sur le marketing en ligne dénote de la volonté des autorités compétentes de contribuer à la levée des obstacles liés au manque de compétitivité des PME ivoiriennes. Le numérique reste une alternative. Le numérique a pris un pas important dans notre quotidien et les PME ont aujourd'hui la possibilité d'aller vers un grand nombre de prospects à travers l'Internet. De plus, le marketing en ligne constitue un moyen efficace de vendre sans se déplacer. Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram et autres médias sociaux offrent une grande communauté de clients et consommateurs aux PME. Leur rôle est aujourd'hui indéniable dans la survie des entreprises. Un enjeu encore mal perçu par bon nombre de PME ivoiriennes. Pourtant, les experts sont unanimes. Aujourd'hui, le digital dans l'approche marketing n'est plus une option, c'est la solution. Et cette donne, les femmes entrepreneurs l'ont bien comprise. Les magistrats de la Cour des comptes sont en formation à Bingerville. Principal module, la détection des fraudes dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Il est question de faire connaître aux vérificateurs de la dépense publique les différentes formes de malversation à travers donc le recouvrement des recettes, les écritures comptables notamment. Notez que l'objectif est de sécuriser au mieux les ressources de l'État. Lanciné Bakayoko. Cette formation vise à expliciter aux magistrats et autres vérificateurs de la Cour des comptes les principaux dysfonctionnements qui peuvent mettre à mal la trésorerie de l'État et la croissance économique. La finalité, garantir l'utilisation régulière de l'argent public et s'assurer du bon emploi des fonds mobilisés. Notre objectif majeur est de renforcer notre capacité à détecter les fraudes, à éveiller notre flair. Les enseignements
que nous allons tirer d'ici devraient nous être très utiles dans notre travail au quotidien et je souhaite que vous puissiez les appliquer immédiatement dans l'exercice de vos fonctions. Cette fraude s'observe, entre autres, dans l'élaboration des états financiers ainsi que dans l'évaluation des passifs et des actifs. En plus de réduire la fraude, les mesures de prévention à prendre devraient également déboucher sur la détection des fautes de gestion et des malversations financières, communément appelées détournement de deniers publics. Des mesures qui viendront surtout s'ajouter aux nombreux contrôles administratifs et juridictionnels déjà effectués au niveau des circuits des comptes publics. La certification de la régularité, de la sincérité et de la fiabilité des comptes de l'État par la Cour des comptes et donnera l'opportunité aux juges des comptes de se prononcer sur la conformité des états financiers afin de donner une image exhaustive et fidèle du patrimoine de l'État ainsi que des droits et obligations publiques. À partir du 1er janvier 2020, la gestion des finances publiques ivoiriennes sera régie par un nouveau cadre juridique. Son nom, le budget programme, un modèle de prévision orienté vers l'efficacité et les résultats. Ouvert samedi dernier, le Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA, va refermer ses portes demain, mercredi. Hier, le ministre du Tourisme et des Loisirs et son collègue des Eaux et Forêts ont visité des sites des exposants. Siandou Fofana et Alain Richard Donvaï ont à l'occasion invité les participants à faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Francis Boif. Au Salon international du tourisme d'Abidjan CITA, un espace est dédié aux 2 districts autonomes et toutes les 31 régions que compte la Côte d'Ivoire. Un seul objectif, la promotion du potentiel touristique. La station veut dire que Côte d'Ivoire est beau, Côte d'Ivoire est un pays touristique. Le nord-est n'a rien à voir avec les cascades de Mans, ni les sites balnéaires que nous connaissons à Sini ou Grand Bérébi. J'ai fait venir mes propres filles à plusieurs reprises. J'essaie de faire venir tous mes amis. Mon frère vient régulièrement me voir. C'est un beau pays, franchement. Après 9 éditions, le CITA est devenu le 2e salon africain du tourisme derrière l'Afrique du Sud, selon le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Et le pays devra en faire un lieu de prédilection pour des rencontres des hommes d'affaires et bien d'autres investisseurs autour du développement touristique de notre région. En visite sur le site, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, est revenu sur l'engagement de son département à soutenir les initiatives visant la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de sites qui pourront être développés donc, en écotourisme et avec le ministère du Tourisme, justement, nous avons l'intention de faire en sorte de pouvoir mettre en exergue donc, tout ce patrimoine-là, aussi bien le patrimoine zoologique, le patrimoine faunique, et aussi donc, faire en sorte que les eaux territoriales puissent servir au développement du tourisme nautique. Le gouvernement veut faire du tourisme un secteur à fort potentiel économique. À ce niveau, l'exemple du Maroc séduit. Nous recevons 12,5 millions de touristes pour du tourisme et corporate, et de loisirs, et de santé, et religieux. Ouvert samedi dernier sur la route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, le Salon international du tourisme d'Abidjan referme ses portes le mercredi 1er mai. Direction la commune de Koumassi où 5 membres du gouvernement étaient récemment en visite à l'invitation du ministère de la Ville. Ils y étaient pour comprendre la nouvelle politique de développement de la dite commune. Mamadou Kouassi. Des ouvriers en pleine montée de briques, des gradaires en ouverture de voies. Autant de chantiers ouverts dans la commune de Koumassi par le maire Ibrahima Cissé Bakongo. Le nouveau maire de Koumassi veut donner un visage reluisant à sa commune. Pour le moment, nous avons le nez dans le cambouis. C'est-à-dire que nous sommes pour le moment au travail, dans les gravats, dans la poussière, dans les eaux usées. Parce qu'au bout, il y a une espérance pour nous. Au bout, c'est un Koumassi nouveau qui va sortir. Cette politique de développement communal est saluée par des membres du gouvernement. Ils sont allés féliciter et encourager le député maire de Koumassi pour son initiative de modernisation de sa commune. Je voudrais également vous assurer, monsieur le maire, mais aussi assurer l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire
que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité prendra les dispositions nécessaires pour que les maires qui vont s'engager dans ce genre d'action puissent bénéficier d'appuis budgétaires supplémentaires. Cette rencontre est une initiative du ministère de la Ville. Il s'agit pour François-Albert Amicha et son équipe de faire des propositions à l'équipe municipale de Koumassi. Mettre sur pied les outils de planification urbaine. Et c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui à Koumassi, c'est de savoir quelle est la vision du conseil municipal de Koumassi. Quels sont les projets que le conseil municipal a décidé de mettre en place. Est-ce que cela suit un fil conducteur conforme à ce que le gouvernement attend? Est-ce que cela est conforme avec les orientations données par M. le ministre de la Construction et du Logement? Les ministres Anne-Désiré Ouloto et Bruno Koné ont tous deux saisi cette opportunité pour inviter la population à soutenir les initiatives du maire de Koumassi, car il s'agit de l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils ont signifié également que 2 quartiers précaires de Koumassi seront restructurés. Pas de répit pour le ministre Amédée Kouakou. Le week-end dernier, dans le cadre de l'implantation du RHDP, il était à Yakassé à Tobrou, dans la région donc de Lamé, ce à l'occasion de l'hommage de Yakassé à Tobrou au président de la République Alassane Ouattara. Là-bas, il a échangé avec la communauté baoulé de donc, ce département et celle d'Akoupé. Au menu, la paix et le développement, les idéaux véhiculés par le RHDP. Léon Bro. Membre du comité politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le ministre Amédée Kouakou face à la communauté baoulée de Yakassé à Tobrou. Sujet d'échange, la création de ce parti par le président Alassane Ouattara. Il s'agit de perpétuer les idéaux de paix et de développement de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Sur la question, le messager du RHDP a relevé les exploits déjà réalisés avant d'indiquer qu'il reste aux Ivoiriens de s'unir autour du chef de l'État. Une démarche fort appréciée. Il y a eu des ministres qui sont venus, mais qui n'ont jamais pris l'initiative d'entretenir, d'échanger avec ses parents baoulés. Et donc vraiment, il a eu cette initiative. Nous saluons l'initiative, l'idée. Il a prôné la paix, un message de rassemblement, de paix, de cohésion sociale. Nous nous inscrivons tous sur cette ligne, car nous aspirons tous à la paix. Cap sur Akoupé, avant les échanges avec la communauté baoulée, rencontre avec les femmes maquillées. Amédée Kouakou a aussi expliqué la vision de rassemblement, de paix et de développement du président du RHDP. Beaucoup de gens ont peur de 2020. Il faudrait que nous-mêmes, Ivoiriens, nous puissions donc nous rassurer nous-mêmes. Et ils ont pris l'engagement de n'écouter que des messages de paix et de cohésion. Nous repartons donc de cette région de Lamé tout à fait satisfaits. Autre activité du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à Akoupé, la visite du chantier d'aménagement de la voirie de la commune. 3 km de bitume offerts par le chef de l'État. On poursuit en images. Les chefs traditionnels des régions des Lagunes, des Grands Ponts et du Sud Comoé étaient à Daokro ce mardi 30 avril pour rencontrer le président du PDCI, Henri Konan Bédié, ce après avoir été reçu le 23 avril dernier par le président de la République, Alassane Ouattara. Les têtes couronnées étaient en mission d'apaisement et les échanges ont été fructueux. Ils augurent en tout cas de lendemains meilleurs. On parle éducation à présent, un nouveau président à la tête de la mutuelle et c'est avec Franck Kouadio qu'on en parle. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, MUPEMENET Côte d'Ivoire, a un nouveau président du conseil d'administration, Bokobrou Michael Sylvestre, élu lors de l'Assemblée générale du 15 avril dernier. Un premier élément difficile avait donné son adversaire Vakaba Sissé vainqueur. Le nouvel élu apporte des clarifications. Tout membre de la liste peut être candidat au poste de président du conseil d'administration, sauf ceux de la table de séance. C'est ainsi que moi, Boko Michael, membre de la liste élue par l'Assemblée générale du 15 avril 2019, j'ai en toute légitimité et légalité fait acte de candidature face à 2 autres candidats qui sont. Le premier, c'est le PCA sortant, M. Sissé Vakaba, et le deuxième, aussi un administrateur au nom de Nyanya Zati Théodore. Un conciliabule a été initié par les 3 candidats afin d'aboutir
à un consensus pour désigner un seul candidat. À l'issue donc de ce conclave, M. Nyanya Zadi s'est désisté au profit de M. Cissé Vakaba. 2 candidats donc sont restés en compétition, à savoir M. Cissé Vakaba et moi-même, votre serviteur Boko Michael. Le verdict de ce vote est le suivant. Cissé Vakaba, 6 voix, Boko Michael, 9 voix. Le comité électoral a donc déclaré Boko Michael élu président du conseil d'administration de la MIPMNSI. Une élection qui, selon Boko Michael, s'est faite en présence de toutes les autorités du système éducatif. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête du travail.